La loge ventrale de cuisse est une loge développée. C'est la loge qui accueille un muscle principal, c'est le muscle quadriceps, qui a la fonction d'extension du genou, mais aussi qui participe à la flexion de hanche. La loge ventrale de la cuisse est essentiellement occupée par un volumineux muscle qui est le muscle quadriceps. Ce muscle quadriceps est recouvert par un premier muscle, le muscle sartorius. Sartorius qui s'insère en haut au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieure, puis qui glisse transversalement, barrant l'ensemble de la partie supérieure de cuisse pour se retrouver à sa face médiale en bas et prendre son insertion distale en même temps que les autres muscles dits de la patte d'oie, muscles graciles, muscles semi-tendineux et bien naturellement muscle sartorius. Ce muscle sartorius tire son innervation du nerf fémoral. Le quadriceps est en dessous du muscle sartorius par son insertion proximale. 4 faisceaux à ce quadriceps. Le premier faisceau, seul muscle biarticulaire, c'est le muscle droit fémoral. Le droit fémoral prend son insertion sur l'épine iliaque antéro-inférieure. C'est un très long chef musculaire qui a une structure tout à fait particulière. Comme vous le pouvez l'observer, son tendon proximal s'épanouit en une aponévrose, à la face postérieure de laquelle s'insèrent des fibres musculaires formant un premier faisceau de muscles qui se termine sur la face ventrale d'une aponévrose musculaire distale qui se terminera par son tendon distal. Ce faisceau musculaire relativement fusiforme possède des fibres musculaires directes et l'on peut imaginer que les zones de distribution des jonctions neuromusculaires se placent en leur milieu. Pour son injection dans cette partie supérieure, il suffit de proposer une injection avec comme point de repère l'épine iliaque antéro-inférieure, le bord supérieur de la patella par son milieu, sur une ligne entre ces deux repères facilement analysables. L'injection se fait directement, en profondeur, tout en sachant que ce muscle est néanmoins profond puisque recouvert pour partie, comme vous pouvez le voir ici, par le muscle sartorius. Chez les personnes relativement maigres, il est facile de reconnaître le bord latéral et le bord médial du muscle sartorius. Et pour l'injection du muscle droit fémoral dans sa partie postérieure, il suffit de se repérer avec le bord latéral du sartorius pour introduire l'aiguille. La deuxième portion de ce muscle est probablement plus complexe, puisque, comme il est facile de le voir sur cette préparation, entre les deux aponévroses, proximale est la plus superficielle, distale est la plus profonde, à la face postérieure du muscle, se glisse une cloison, véritable septum musculaire, qui apparaît ici pour distribuer des fibres musculaires, cette fois-ci péniformes, orientées différemment médialement et latéralement, qui en fait ont probablement une action de poutrage pour tirer en haut la patella. Les fibres les plus latérales sont engainées dans une vaste aponévrose. L'aponévrose, véritable fascia de recouvrement, qui en fait prolonge la bandelette iliotibiale du muscle tenseur du fascia lata, recouvre l'ensemble des fibres musculaires du muscle
vaste latéral, autre chef musculaire, ce muscle vaste latéral venant dans la même gaine que le muscle droit fémoral pour présenter des fibres musculaires dirigées de haut en bas, de dehors vers le dedans. La question actuelle est de savoir quelle est sa participation dans l'extension du genou compte tenu de l'importance du volume de ce muscle. Puisque ces fibres sont ainsi orientées, il est possible de raisonner son injection en introduisant l'aiguille au bord latéral tiers inférieur de cuisse et en faisant pénétrer vers le haut et le dedans en regard du pubis l'aiguille pour ensuite disperser en retirant l'aiguille la toxine botulinique. Pour les fibres péniformes de part et d'autre de la cloison sagittale dans la partie inférieure du muscle droit fémoral, eh bien là encore, compte tenu de l'orientation des fibres, il paraîtrait plus logique d'infiltrer les faisceaux semi-péniformes latéraux par une injection effectuée de haut en bas, du dehors vers le dedans, afin d'obtenir le maximum de dispersion de toxines botuliniques vers les jonctions neuromusculaires. Pour le faisceau, cette fois semi-péniforme, mais à l'intérieur du muscle, et vous le voyez très bien, qu'elles adoptent les mêmes orientations que les fibres du muscle vaste latéral. Il s'agit ainsi de les injecter en pénétrant l'aiguille depuis le bord médial de ce muscle, dirigeant l'aiguille vers le col de la fibula, puis de retirer l'aiguille tout en injectant la toxine botulinique. C'est un muscle complexe dont la biomécanique reste encore à travailler. Pour la réalisation du bloc du muscle droit fémoral, il convient de repérer l'innervation. Le nerf du droit fémoral est une branche du nerf fémoral. C'est la branche externe. Elle passe sous le centorius. C'est la branche la plus superficielle et externe du droit fémoral. Elle aborde le droit fémoral sur son bord interne, va descendre le long du droit fémoral pour innerver les différents faisceaux. Pour réaliser le bloc, on prend comme repère l'épine iliaque antéro-supérieur, le milieu de la rotule, 10 cm en bas de l'épine iliaque antéro-inférieure, 1 cm à 1,5 cm en dedans. Lorsque l'on pique, on est juste en dehors, au bord latéral du centorius. L'injection doit être 2 cm à 3 cm sous la peau. Si, par hasard, on stimule le vas lateralis, cela s'explique par une stimulation qui est trop basse et trop profonde. Vous voyez que le nerf du vas lateralis est situé dans une aponévrose qui est située en dessous et plus inférieure que le nerf du droit fémoral. Se pose la question du type d'intervention à réaliser quand le droit fémoral est rétracté. Il y a deux possibilités, vu la composante biarticulaire. Si le retentissement est le retentissement essentiellement proximal, entraînant une antéversion du bassin, s'accompagnant en règle d'une extension du genou, cette antéversion du bassin entraînant par ailleurs une hyperlordose, il est logique de proposer une désinsertion proximale du muscle, tant du faisceau direct que du faisceau réfléchi, cette désinsertion permettant de faire glisser le muscle et de faire disparaître la composante biarticulaire. S'il existe essentiellement une composante fémoro-patellaire avec des douleurs de rotule, s'accompagnant d'une rotule haute, souvent avec des problèmes d'engagement, il est alors raisonnable de proposer une désinsertion distale du rectus
pour diminuer cette composante d'ascension rotulienne.